Et on va parler de travailler au bout du monde, pourquoi pas, avec Damien Corchia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Remoters. Alors, vous étiez dans le tourisme depuis un moment, je crois. Oui. Et puis, vous avez lancé Remoters en début d'année, mais en fait, en vrai, ça a ouvert qu'il y a quelques semaines. Ouais. Est-ce que c'était parce que vous aviez besoin de pivoter? Vous vous êtes dit, le tourisme, finalement, est à l'arrêt, autant que je mette mes compétences dans un autre style de voyage? C'est ça l'idée? C'est un peu ça. Et en fait, c'est même... j'ai constaté l'année dernière... En fait, c'est mon histoire personnelle. J'étais moi-même au Mexique pendant 2 mois en fin d'année dernière. Et là, j'ai constaté... Vous travailliez depuis le Mexique? Exactement. Okay. Et j'ai vu, dans des zones habituellement remplies de touristes, il n'y avait plus aucun touriste. Les hôtels étaient à 15% de remplissage. C'était vraiment catastrophique. Et dans certains endroits, c'était plein. Mais vraiment plein. La ville de Tulum, par exemple, a vécu sa meilleure année l'an dernier. Mais vraiment? Ouais. Et les gens qui étaient là, ce n'étaient pas des touristes, c'était des télétravailleurs. Principalement américains dans cet exemple-là, mais en tout cas, c'était des gens qui restent 2, 3, 4 mois sur place. Ce n'est plus des touristes qui restent une semaine. Et en voyant ça, j'ai été moi-même un peu surpris. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé. Le marché des touristes a peut-être s'est rétracté, mais il y en a un autre qui est apparu. Et il y a quelque chose à faire dans ce secteur-là. Alors, c'est quoi le principe de Remoters? Alors, le principe, le service qu'on offre aux clients, c'est de trouver l'hébergement. Ça, c'est vraiment la clé. Parce qu'en fait, la difficulté quand on reste 2 mois, c'est que les plateformes touristiques qu'on utilise tous habituellement pour des réservations d'une semaine, elles n'offrent pas un super rapport qualité-prix. On peut les nommer. Oui, allez-y. Voilà. Vous n'allez pas forcément réserver sur Airbnb pour un séjour de 3 mois. Parce que ça revient trop cher à la semaine, en fait. C'est ça. Dans les endroits touristiques, ça revient beaucoup trop cher. Mais c'est normal, il faut se mettre du point de vue des hébergeurs. Ils ont envie de louer cher quand ils sont dans un endroit touristique et qu'ils ont un appartement bien situé. Donc moi-même, j'ai vécu ça. J'ai vraiment eu du mal à trouver un hébergement qui était dans des prix raisonnables quand j'étais sur place. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution à ce problème-là? Il y a forcément un moyen de contourner ce problème. Et on s'est dit, en fait, la clé, c'est d'utiliser des experts locaux. Parce qu'il y a des réalités locales qui sont vraiment différentes dans toutes les destinations. Donc il faut demander à quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est basé sur place, qui connaît des hébergeurs, qui sait comment fonctionne la destination, tel quartier il est cher, mais tel quartier il est sympa. Voilà. Mais comment on fait? Parce qu'au final, même votre expert, il va vous proposer des logements qui, forcément, à un moment ou à un autre, se retrouvent sur Airbnb ou autre, non? Si ce sont des logements qui sont disponibles à la location. Ouais. En fait, ce que va faire l'expert, il apporte 2 choses au client. Ouais. La première, c'est tout simplement de le conseiller. Il va dire, voilà, tu ne devrais pas prendre tel genre d'appartement dans tel quartier, c'est pas un bon plan. Il vaut mieux aller là, c'est là que vont les expatriés quand ils restent 2 mois, c'est plus sympa. Donc déjà, il va le conseiller. Parce que quand on ne connaît pas la destination, on peut prendre un peu des risques quand c'est pour une semaine. Ah, je ne connais pas trop le quartier, mais c'est pas grave, je me lance. J'essaye. Voilà, c'est que pour une semaine. Si ça ne marche pas, c'est pas gravissime. Ouais. Quand on s'installe pour 2 ou 3 mois, c'est quand même un peu plus cher. Il faut que l'environnement nous plaise, quoi. Voilà. Et la deuxième chose, c'est la négociation du prix. C'est-à-dire les hébergeurs sont tout à fait ouverts à dire « Ok, je baisse mon prix pour un client qui va rester 3 mois. » parce qu'au moins, ils sont sûrs de louer et ça résout le problème. Exactement. Et le défaut un peu structurel de la location touristique, c'est qu'il y a toujours des trous dans le calendrier. Même ceux qui remplissent très bien, il y a toujours 1 ou 2 nuits par-ci, par-là. Oui, bien sûr. Et en fait, très vite, ça coûte. Si votre appartement il est à 100 € en prix public, en fait, vous gagnez 85 en moyenne. Parce que déjà, s'il est rempli 85% du temps, c'est déjà un très bon score. Donc, voilà, il y a un manque à gagner qui est dû au trou dans le calendrier. Nous, si on dit à l'hébergeur, je vais te réserver 90 nuits d'un coup, ça mérite un discount intéressant. Donc, on fait ce boulot de parler aux hébergeurs et d'obtenir les discounts. Mais comment vous avez maillé votre réseau d'experts? Alors, il y a de nombreuses modalités de recrutement. Au début, j'ai commencé avec mon réseau personnel, vu que, comme vous l'avez dit, je travaillais dans le tourisme avant. Ouais. Je connaissais pas mal de gens basés dans toutes les destinations touristiques à travers le monde. Donc, je les ai appelés, je leur ai dit, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui voudrait faire ce boulot-là pour nos clients? Et les gens sont très, très réceptifs. Ils disent, ah bah oui, pourquoi pas, on veut bien les aider. Donc, on a beaucoup d'expatriés français ou de gens qui sont télétravailleurs eux-mêmes. Et ils disent, bah oui, moi-même, j'ai galéré quand je suis arrivé dans ce pays. Ça me plaît de parler à des gens qui vont arriver et de leur donner les 3-4 tuyaux à savoir pour avoir une bonne expérience. Et qui gagne quoi dans l'affaire? Alors, c'est un modèle à la commission. Ouais. Donc ça, c'est classique en fait. La distribution touristique, c'est toujours des commissions, que ce soit les modèles classiques avec les tours opérateurs, les agents de voyage,
ou les modèles de plateforme qu'on a maintenant avec Booking, Airbnb, il y a toujours l'intermédiaire prend toujours une commission entre ce qu'a payé le client et ce que reçoit l'hébergeur. Donc, vous avez la commission qui est pour votre expert qui vous aide et votre commission à vous. C'est ça. On prend une commission totale qui est dans les standards du marché et on la divise en deux. Ça veut dire quoi ? C'est question joker. D'accord. À qui ça s'adresse exactement, là, votre solution ? Ça s'adresse à plein de gens. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit hors antenne parce que je voulais pas vous prendre au dépourvu, mais moi, j'y crois pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Je me dis, c'est un truc réservé à des happy few qui sont en total remote. Et je pense qu'il y en aura de moins en moins avec, j'espère, la fin de la crise du Covid. Ouais. Vous dites qu'il y a un vrai marché. Mais en fait, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on marche à la commission, on sait bien que le secret, c'est de faire du volume. Ouais. Mais le volume est là. En fait, je suis pas du tout étonné parce qu'on a reçu cette objection-là. Ouais. Des gens qui disaient non, mais les digital nomads, voilà. Nomades numériques en français, c'est une population un peu limitée, 25 ans, développeurs web, freelance. Et célibataires, voilà, bah oui. Et en fait, ça a changé ça. Ça a changé. Mais vraiment ? Vraiment. Et alors, ça a déjà changé cette année, l'année dernière, pendant le Covid, et on pense que ça va continuer de changer. Et de plus en plus, ça va s'ouvrir à tout le monde. Et pour un peu étayer ce point de vue, on a fait une enquête avec OpinionWay. Donc, près de 1000 télétravailleurs, et y compris des télétravailleurs occasionnels. Pas simplement des gens qui sont en full remote, mais aussi des gens télétravailleurs occasionnels. Et on leur a dit, est-ce que ça vous intéresserait de profiter du télétravail pour partir plus à l'étranger, et ils ont dit oui à 68%, donc ce qui est déjà un gros chiffre, parce que les télétravailleurs, en comptant les occasionnels, aujourd'hui on parle de 30% de la population active. Donc 68% de 30%, c'est beaucoup de monde. C'est pas juste les développeurs web. D'accord. Et l'autre chose intéressante qu'on a retenue de cette étude, c'est que les réponses que nous apportaient les gens étaient à peu près les mêmes, que ce soit CSP+, ou pas, que ce soit des classes d'âge jeunes ou pas, hommes ou femmes, les réponses étaient sensiblement les mêmes. Donc tout le monde a envie de profiter du télétravail pour voyager plus longtemps, en fait. Oui, mais entre l'envie et la réalisation, parfois... c'est une habitude. En fait, c'est un usage qui va... On parie sur le fait que ce sont des usages qui vont se développer progressivement. Les gens vont prendre l'habitude. Il va y avoir notamment, on pense, de plus en plus d'entreprises qui vont favoriser ça. On a eu un exemple il y a 2 semaines, Google, qui était en full remote pendant la pandémie, a dit on va retourner au bureau. Ouais. Ils pensent qu'à peu près 60% de leurs employés vont retourner au bureau là où ils étaient avant. Mais pour ces 60%-là, ils ont aménagé 4 semaines de télétravail par an. Donc en fait, et ils ont spécifiquement dit, c'est pour vous aider à mieux organiser vos voyages. Donc c'est vraiment le but. Ouais, c'est intéressant. Et donc peut-être que dans quelques années, un usage classique, ça sera de demander 2 semaines de vacances plus 3 semaines de télétravail. Et on fait 5 semaines sur place. Peut-être que ça sera naturel et que ça sera passé dans les mœurs. Mais il faut aussi que l'employeur accepte, non ? Parce que... Il y a peut-être un travail de pédagogie, parce que l'employeur qui se dit n'importe quoi, mon effectif va aller télétravailler à Cancun, j'y crois moyen, non ? Oui, mais en fait, il y a plusieurs choses. En fait, la demande exprimée par les employés est telle qu'à un moment, les employeurs ne vont pas pouvoir ignorer ça. D'accord. Donc, il va falloir trouver des arrangements. Et probablement, ça va être des arrangements... il ne s'agira pas de mettre la barre complètement d'un côté ni complètement de l'autre. Il ne s'agira pas d'autoriser l'employé à être 11 mois sur 12 en télétravail, ni 0, ni interdire totalement. Probablement qu'il va y avoir des arrangements entre les deux. Donc, comme celui qu'a trouvé Google ou d'autres. Mais ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre, est-ce que c'est des petites entreprises, des grandes entreprises. Je pense qu'il y aura des modalités qui vont varier, mais c'est sûr qu'on peut trouver des modalités. Et moi, si je veux donc demain partir en télétravail à l'autre bout du monde, ce que j'adorerais... Vous nous appelez. Je vous appelle, et donc sur votre site, je trouve quel type de destination ? Vous êtes ouvert partout déjà, ou peut-être pas quand même ? Alors, pas dans tous les pays du monde, mais dans toutes les principales destinations touristiques. Aujourd'hui, on a 200 villes ouvertes. Donc, c'est-à-dire que si vous dites « je veux aller à Barcelone », on va vous mettre en contact avec quelqu'un qui est à Barcelone. Si vous dites « je veux aller en Grèce », on va vous mettre en relation avec quelqu'un qui est basé en Grèce. Parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, trouver des Français qui ont envie d'aider d'autres Français à venir. C'est assez facile, les gens ont envie de faire ça, c'est sympa comme job. Et pour eux, c'est des revenus additionnels en fait. Oui, bien sûr. La commission dont on parlait tout à l'heure, ça leur permet un peu de mettre du beurre dans les épinards.
Ouais. Et alors, vous avez ouvert vraiment le service début du mois, là, je crois. Ouais. Vous avez fait face à quel type de demande ? Déjà, c'est massif ou pas ? Oui, c'est plus. En fait, nous, on a communiqué tout doucement au début, parce qu'évidemment, une entreprise en lancement. Ouais, je comprends bien. Mais on a reçu beaucoup plus de demandes que ce qu'on pensait. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas tout à fait représentatif, parce que l'énorme majorité veut rester en Europe. On n'a pas encore beaucoup de demandes sur des destinations très lointaines, parce que soit elles sont fermées officiellement, soit même si elles sont ouvertes, il y a quand même une petite crainte que la situation change. Donc aujourd'hui, le gros de la demande, c'est l'Europe du Sud, c'est la Méditerranée. Bizarrement. Et l'intérêt pour la plupart des gens, c'est quand même d'aller chercher le soleil et un peu une qualité de vie et les terrasses. Tel qu'on se l'imagine en tout cas. Voilà. Et après, on a des villes. Donc on a les grandes villes, on a Barcelone, Lisbonne, Rome, des villes comme ça sur lesquelles on reçoit beaucoup de demandes. Et sinon, des zones plus balnéaires. Donc on a les Canaries, les Baléares, des choses comme ça. D'accord. Et en type de profil de consommateur qui se tourne vers vous aujourd'hui, c'est quoi ? On a vraiment de tout. On a même des familles. Ouais, c'était la question que j'allais vous poser. Vous avez des familles ? On a vraiment de tout. On parlait de Rome. L'autre jour, on a reçu 2 demandes à 5 minutes d'écart. Pourquoi 2 demandes ? Il y avait un étudiant qui cherchait pour une chambre en colocation pour 400 € et une famille qui cherchait pour 4 000 €, qui avait un budget de 4 000 €. Donc on a vraiment, on peut recevoir vraiment de tout. Et nous, on a le modèle flexible pour ça, parce que l'expert local, il peut très bien aller voir un propriétaire d'un tout petit studio pas cher, et il peut aussi aller négocier des hébergements plus grands avec 3 chambres pour toute la famille. Donc voilà. Bon, intéressant à voir si cette tendance dure. En tout cas, merci beaucoup Damien Corchia, cofondateur de RIM Motors. Merci d'avoir été avec nous. Merci.